Un texto est arrivé tard un mardi soir, illuminant mon téléphone. Il venait de ma mère, Hélène. J'ai immédiatement ouvert le message. La propriété a été vendue. Nous avons changé les serrures de l'atelier de réparation. Tu es maintenant enfermé dehors. Je veux te voir essayer de t'en sortir toute seule. Ah. J'ai relu le court message. Les mots eux-mêmes étaient comme un coup de poing, mais c'est le « ah » qui m'a vraiment fait mal. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était leur célébration. Ils faisaient un tour d'honneur. Je n'ai pas paniqué ni commencé à pleurer. La fureur qui a commencé à monter en moi était complètement froide. Elle était calme et m'a apporté une clarté instantanée. Ils croyaient avoir gagné et avoir enfin réussi à m'exclure. Je me suis contenté de sourire. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. J'ai posé mon téléphone doucement. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui hurler dessus. Je suis resté assise, immobile, dans mon appartement silencieux, laissant ce sourire froid et mesuré apparaître sur mon visage. Ce n'était pas du bonheur que je ressentais. C'était un calcul. Ils pensaient que verrouiller physiquement le garage résolvait leurs problèmes. Ils avaient oublié que je contrôlais les fondations de l'entreprise. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran lumineux éclairait la pièce sombre. Je me suis connecté au portail des fournisseurs du principal distributeur de pièces automobiles de Lyon. Mon nom, Amélie, était le nom enregistré sur le compte. Chaque achat était garanti par mon numéro de carte de crédit personnel enregistré. J'ai vu la commande que mon père, Gérard, avait probablement passée plus tôt dans la journée, 12 nouvelles transmissions à livrer le lendemain matin. J'ai cliqué sur le bouton annuler. Ensuite, je suis allé sur le site de location d'équipement. Cette machine de diagnostic de haute technologie dont ils étaient si fiers mon nom, mon crédit et ma garantie sécurisaient le bail. J'ai annulé ça aussi. La commande habituelle de 2 douzaines de pneus auprès du fournisseur Michelin suivait. Annulé. À minuit 3 minutes, quelques instants seulement après leur déclaration de victoire, j'avais complètement paralysé toute leur chaîne d'approvisionnement. L'atelier de réparation serait complètement non fonctionnel au lever du jour. Ils ne pourraient même pas acheter une seule clé sans ma participation. Pour comprendre pourquoi je possédais ce niveau de contrôle, vous devez connaître mon histoire familiale. Pour saisir pourquoi je ne ressentais aucune culpabilité, vous devez connaître la dernière décennie de ma vie. Je m'appelle Amélie. J'ai 29 ans et je suis une mécanicienne hautement qualifiée. Ma famille possédait autrefois un garage de réparation de véhicules à Lyon. Cette entreprise a été créée par mon grand-père, mais depuis 10 ans, elle est ma responsabilité. Mon père, Gérard, joue le rôle de visage charismatique de l'opération. Il aime serrer des mains et partager des anecdotes, mais il ne sait pas faire la différence entre une clé à douille et une clé dynamométrique. Ma mère, Hélène, ne se soucie que de la perception publique et du statut social que lui procurait la possession du garage. Puis il y a ma sœur, Chloé. Elle a 24 ans. Elle a toujours été l'enfant chéri. Ma mère vivait entièrement sa vie à travers elle. Ma sœur est charmante et séduisante, et elle n'a jamais mis un pied dans le garage. Elle prétendait être allergique à la graisse. Vraiment? Elle était allergique à l'effort. J'ai toujours supposé que j'étais la personne responsable. C'est le terme qu'il m'appliquait constamment, responsable. Cela semble flatteur, mais dans notre famille, c'était un lourd fardeau à vie. Pendant que ma sœur recevait un diplôme en commerce entièrement payé et de l'argent pour sa garde-robe professionnelle, j'étais occupé à travailler à l'atelier. J'ai commencé à balayer les sols à 15 ans. À 19 ans, je pouvais reconstruire un moteur. À l'âge de 22 ans, j'étais non seulement la mécanicienne en chef, mais aussi la comptable, la gestionnaire des stocks et le contact des fournisseurs. J'étais la seule chose qui empêchait l'entreprise de faire faillite. L'entreprise de réparation était en grande difficulté. Elle fonctionnait comme un puits sans fond pour l'argent. J'étais la seule personne à y mettre de l'argent. J'ai contribué plus que mon temps personnel, je l'ai financé avec mon propre capital. Le montant total a atteint 180 000 €. J'ai noté le chiffre exact parce que je suis méticuleuse avec les dossiers financiers. Cette obligation a commencé il y a 5 ans. La ligne de crédit commercial de mon père était sur le point d'être annulée par la banque. Le billet était de 14 000 €. J'ai contracté un prêt distinct pour le rembourser. J'ai utilisé mon excellente cote de crédit pour cela. Je l'ai rationalisé comme une façon de garantir l'avenir de la famille.
Plus tard, il y a 3 ans, nous avons dû remplacer les ponts élévateurs hydrauliques. Les inspecteurs de sécurité avaient condamné les anciens. Mon père a envisagé de fermer l'atelier. Je l'en ai empêché. J'ai dépensé 46 000 €, soit toutes mes économies, pour acheter 2 nouveaux ponts et l'équipement de diagnostic moderne nécessaire. L'installation ne pouvait pas fonctionner sans eux. Le détail le plus difficile, que je déteste me remémorer, a été de couvrir 37 000 € de salaire au cours des 2 dernières années. C'était de petites sommes ajoutées constamment, quelques milliers ici et là. Cela a évité à mon père de devoir admettre son échec au personnel. Il a évité l'humiliation des chèques sans provision. Les gens demandent souvent, pourquoi avez-vous continué à soutenir une entreprise déficitaire? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti? Cela semble évident quand on est extérieur. Cependant, une fois qu'on y est plongé, on est lié par ce que j'appelle les chaînes invisibles du survivant. Quand on grandit dans un endroit où notre valeur équivaut à notre utilité, on découvre une vérité, être responsable est la seule méthode pour obtenir la moindre parcelle d'attention positive. On cesse d'être une personne, on fonctionne comme un pilier de soutien. On est terrifié à l'idée de faire une pause. On craint que si l'on arrête de tout soutenir, toute la structure s'effondre. On suppose que ce sera entièrement de notre faute. C'est une forme d'impuissance acquise. Elle n'a pas de barreau physique, mais c'est une prison. On s'habitue tellement à la dynamique qu'on ne trouve plus la sortie. On continue de porter le fardeau en s'accrochant à l'espoir que notre grand sacrifice sera enfin apprécié. On croit profondément que si notre performance est assez bonne, si l'on est assez fort ou simplement assez utile, ils finiront par nous remarquer. Mais la reconnaissance ne vient jamais. C'est parce qu'ils sont piégés dans leur propre habitude, la normalisation de la cruauté. Ils ne considéraient pas leurs actions envers moi comme cruelles. Ils suivaient simplement les rôles que nous avions tous tacitement acceptés. Mon père, Gérard, était le chef. Ma mère, Hélène, gérait les apparences. Ma sœur, Chloé, était la préférée de tous, destinée au succès, promise à une meilleure existence. J'étais la personne fiable. Quand ils utilisaient mes fonds, ils n'avaient pas l'impression de voler, ils le voyaient comme leur droit. C'était juste la fille responsable qui faisait son devoir. Ils acceptaient que mon financement soit nécessaire au progrès de ma sœur. Pendant que j'épuisais mes économies pour l'équipement de réparation, ma sœur publiait des photos de voyages d'Europe. Ma mère se vantait fièrement que le garage avait financé le voyage. Ce n'étaient pas des individus malveillants comme des méchants de fiction. Ils étaient bien plus courants et vraiment terrifiants, c'étaient des gens qui avaient justifié leur égoïsme depuis si longtemps qu'ils ne réalisaient même plus qu'ils étaient égoïstes. À 7 heures du matin, mon téléphone a commencé à recevoir des notifications sans interruption. D'abord, un message vocal frénétique de mon père, Gérard. Il ne demandait pas, il hurlait, « Amélie, qu'as-tu fait? Toutes nos commandes de fourniture sont annulées. L'atelier de réparation est complètement paralysé. Tu as créé une crise énorme. Tu dois régler ça immédiatement. » Quelques secondes plus tard, un texto est arrivé de ma sœur, « Chloé, tu réagis de manière totalement excessive. » Maman était juste contrariée. Tu sais comment elle peut être. Tu dois rappeler le concessionnaire de pièces automobiles et rétablir les commandes. C'est très gênant pour moi. Bien sûr, elle était embarrassée. Puis vint le grand final. Ma mère, Hélène, a fait une annonce publique sur son compte de réseau social. C'est vraiment déchirant quand les enfants oublient qui a subvenu à leurs besoins. Nous leur avons tout donné. Maintenant, ils essaient de ruiner toute leur famille pour un désaccord mineur. J'ai examiné chaque communication. J'ai écouté l'intégralité du message vocal. Pourtant, dans ce torrent de peur et d'accusations, personne n'a pris la peine de demander pourquoi. Pas une seule personne n'a vérifié si j'allais bien ou n'a admis qu'ils étaient allés trop loin. Ils n'étaient pas désolés de ce qu'ils m'avaient fait, ils étaient seulement furieux que j'ai enfin coupé leur source de revenus. Leur absence totale de regret était le « ah » ultime. Cela m'a donné l'autorisation finale dont j'avais besoin. Cela prouvait qu'ils ne ressentaient rien pour moi. Cela a ouvert la voie à ma prochaine étape. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai laissé leur panique grandissante flotter dans l'air. Je me suis préparé une tasse de café. J'ai ouvert mon ordinateur portable et passé un autre appel. Sophie? Salut, c'est Amélie. Sophie était mon ancienne colocataire d'université. Nous avions survécu ensemble aux nuits d'études tardives et à la mauvaise nourriture de l'université.
Maintenant, elle était associée dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats d'affaires de Lyon. Ah, ça fait un bail. Est-ce que tout va bien, a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Pas exactement. J'ai besoin d'une aide juridique. Je lui ai raconté toute l'histoire, la décennie de travail gratuit, la sœur qui a tout eu, le cruel texto, puis j'ai fourni les chiffres financiers, le prêt de 97 000 €, les 46 000 € pour l'équipement, les 37 000 € pour les salaires, le total de 180 000 €. Il y a eu un long silence inconfortable au bout du fil. Quand Sophie a finalement parlé, sa voix était devenue froide. Ah, ils ne t'ont pas seulement enfermé dehors. Ce que tu décris est un cas classique d'enrichissement sans cause et d'estoppel promissoire. Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils ont fait. Elle a fait une pause. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être avocate. Que veux-tu exactement, Amélie? Dis-moi ton objectif précis. Je veux l'argent qu'ils me doivent, ai-je déclaré clairement. Excellent, a-t-elle répondu. Parce que nous allons le récupérer. Sophie était impitoyable. Elle n'a perdu absolument aucun temps. Le matin même, elle a préparé une notification légale formelle, une lettre de mise en demeure. Elle n'a pas été envoyée par courriel. Un coursier juridique professionnel l'a livrée au domicile de mes parents le même après-midi. Elle est probablement arrivée alors qu'ils dînaient en se demandant pourquoi je continuais d'ignorer leurs appels. Les conditions étaient simples. Ils avaient 30 jours pour se conformer. Option 1. Commencer un échéancier de remboursement juridiquement contraignant pour la totalité des 180 000 € que j'avais investis. Option 2. M'accorder une participation de 50% dans la vente imminente du terrain. S'ils ne répondaient pas ou décidaient d'ignorer la lettre, un procès complet pour enrichissement sans cause serait intenté immédiatement, exigeant le montant total plus les intérêts courus et tous les frais de justice. Ce n'était plus un simple conflit familial, c'était un litige juridique sérieux, et je venais d'arriver à un combat au couteau avec un char d'assaut. Sophie m'a rappelé 48 heures plus tard. Je m'attendais à une réponse à la lettre de mise en demeure, peut-être une réaction furieuse de mon père. Au lieu de cela, j'ai appris une nouvelle troublante. Ah, es-tu assise, a-t-elle demandé. Sa voix était tranchante et froide. Qu'y a-t-il, ai-je répondu. J'ai enquêté sur la vente de la propriété, a-t-elle dit. J'ai trouvé les documents corporatifs de la société à responsabilité limitée acheteuse. Qui a signé le contrat? Le nom est Samuel Moreau. Tu reconnais? J'ai fait une pause. Non, attends. Si. Moreau, le fiancé de ma sœur. La voix de Sophie était neutre. Samuel Moreau est le futur beau-père de Chloé. Mon corps s'est glacé. Je me suis assise instantanément. C'était un arrangement, pas une vente aléatoire. Ils avaient vendu le terrain à la nouvelle famille de ma sœur. C'était un accord commercial, une dot pour assurer son statut social. Mon temps, mon argent et ma vie avaient été vendus pour financer le mariage de ma sœur. Le calcul délibéré était horrible. Sophie, ai-je murmuré. C'est terrible. Prépare-toi, m'a-t-elle averti. Ce n'est pas le pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Le prêt commercial de 97 000 €, a-t-elle continué. Celui que tu as couvert pendant 5 ans. Celui qui a tout déclenché. Je me doutais de quelque chose. J'ai assigné à comparaître les documents bancaires originaux. Je les ai eus il y a 1 heure. Le silence était écrasant. Amélie, a-t-elle finalement dit, tu m'as dit que ton père t'avait demandé de l'aide. Tu as contracté un prêt pour couvrir ses paiements. Oui, il risquait le défaut de paiement. Il ne pouvait pas faire défaut, a déclaré Sophie, parce que le prêt avait un garant personnel. Qui? Ton père a falsifié ta signature. Je ne pouvais plus respirer. Ton nom est sur le document initial en tant que garante. Il l'a signé. C'est pourquoi il est venu te voir. Il ne demandait pas de l'aide, il dissimulait son crime. Si ce prêt avait fait défaut, la banque aurait pris ton appartement, tes économies, tout. C'était le coup de grâce. C'était une fraude, un crime. Ce n'était pas de l'avidité ou du favoritisme. Je n'avais pas aidé, j'avais détruit les preuves de son crime. Le texto, prenait soudain un sens écœurant. Il m'avait enfermé dehors parce que le terrain était vendu et il pensait que moi, le témoin clé, n'était plus nécessaire. Je suis restée silencieuse,
le téléphone collé à mon oreille, alors que le dernier vestige de loyauté familiale se transformait en poussière. Le procès pour fraude les a frappés de plein fouet. Sophie a appelé lundi. Tu ne vas pas le croire, a-t-elle souri. Le promoteur, Samuel Moreau, a entendu parler du procès. Il ne veut pas que son fils épouse une famille citée pour falsification. J'ai serré ma tasse de café. Que se passe-t-il maintenant? Il menace de se retirer de l'achat du terrain, a dit Sophie. Il ne liera pas son nom à une enquête criminelle. L'accord même pour lequel ils ont commis une fraude était maintenant réduit en cendres par mon action en justice. La panique a commencé. Leurs appels sont arrivés, mais ils étaient désespérés maintenant. Je les ai tous ignorés. Mardi soir, on a frappé sauvagement à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère, Hélène. Sa façade était tombée. Elle était débraillée et en larmes. J'ai ouvert la porte. Amélie, arrête ça, a-t-elle sangloté. Moreau va se retirer. Il va annuler le mariage de Chloé. Son avenir est ruiné. C'est ta sœur. Je me suis souvenu du texto de ma sœur, c'est embarrassant pour moi. Et de celui de ma mère, ah. Il n'a jamais été question d'argent, maman, ai-je dit, la voix vide. Tu le sais. Que veux-tu? Nous paierons. Aide juste ta sœur. Cette vieille rengaine, faire quelque chose pour la famille. La famille qui m'a saigné à blanc et qui a ri. D'accord, ai-je dit doucement. L'espoir a brillé dans ses yeux. Oh, Amélie, merci. Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. Je suis rentré, j'ai pris un papier plié et je le lui ai donné. Elle l'a regardé. Qu'est-ce que c'est? L'accord? Ça, les jeux informés, c'est une copie de la plainte pénale pour falsification que j'ai déposée contre papa aujourd'hui. Je l'ai envoyée au procureur de la République et à monsieur Moreau. Son visage est devenu blême. L'espoir est mort, remplacé par l'horreur. Au revoir, maman, ai-je dit en fermant la porte. La plainte pénale a été la fin. Face à une preuve irréfutable de crime, la résistance de mon père s'est effondrée. Samuel Moreau s'est retiré instantanément. Les fiançailles de Chloé ont été rompues rapidement. Se marier dans une famille faisant face à des accusations de fraude était inacceptable. Le procès a été un massacre. Nous ne sommes jamais allés jusqu'au procès. Leurs avocats ont vu les preuves de falsification et ont immédiatement poussé à un règlement. Les termes étaient simples, ils n'avaient aucun pouvoir. Ils ont dû vendre le terrain du garage aux enchères publiques immédiatement pour couvrir leurs dettes. Une fois les créanciers payés, l'argent restant a été partagé. Mon père, Gérard, a reçu 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve pour fraude. J'ai regardé le virement bancaire apparaître sur mon ordinateur portable, 370 000 euros. J'ai ouvert mon ancien tableur, 180 000 euros. Les prêts, l'équipement, les salaires, les années de ma vie réduites à un seul chiffre. C'était le prix de leur fausse approbation. J'ai surligné le fichier et j'ai appuyé sur supprimer. Cette nuit-là, j'ai dormi, libre. Pas de rêve de facture ou de graisse. Pas de pression d'être là, personne responsable. Mais la justice n'est pas la destruction. Ce n'est pas l'argent que l'on récupère. C'est ce que l'on construit avec. Il y a la justice de la tempête, qui détruit pour régler un compte, et il y a la justice de la terre, qui fait pousser de nouvelles choses. J'ai choisi la terre. 6 mois ont passé. J'ai utilisé l'argent du règlement pour acheter un garage délabré de l'autre côté de Lyon. J'ai nettoyé, peint et acheté le meilleur équipement. Aujourd'hui, Atec Auto est ouvert. C'est lumineux, propre et à moi seul. Notre carnet de commandes est plein pour 3 semaines. Ce matin, sous une Peugeot 504 coupé classique, ma nouvelle apprentie, une jeune femme fraîchement sortie de l'école professionnelle, m'a regardé nerveusement. Amélie, a-t-elle demandé, suis-je prête? Je me suis vu en elle. Je me suis essuyé les mains, j'ai pris une clé dynamométrique propre et je l'ai placée dans sa paume. Tu es prête, ai-je dit. Laisse-moi te montrer. Je suis libre. Je ne suis pas une fille ou juste une mécanicienne. Je suis une bâtisseuse, et c'est mon héritage. Vous êtes-vous déjà choisi au détriment de votre famille? Avez-vous dû tout démolir pour construire quelque chose de nouveau? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires.